Il y a quelques mois, alors que le gouvernement était en train de mettre en place le pass vaccinal, la députée La France Insoumise Mathilde Panot a tenu en commission parlementaire les propos suivants. 13% des plus de 80 ans n'ont pas encore reçu de première dose de vaccin, plaçant la France dans les derniers pays d'Europe. Et on ne parle pas là, monsieur le ministre, de pourfendeurs du vaccin, mais de personnes âgées, sans Internet, en zone rurale, dans des déserts médicaux. Car non, monsieur le ministre, Vite ma dose ou Doctolib ne constituent pas des politiques de santé publique. Alors, si vous le permettez, on va vesquiller le débat sur la vaccination. On va parler de fracture numérique. Déjà, pour situer le sujet, c'est bel et bien un phénomène qui a eu des répercussions pendant la pandémie. Mais pour élargir les propos de Madame Panot, il ne concerne pas seulement des personnes âgées en milieu rural. La fracture numérique touche un grand nombre de personnes en Seine-Saint-Denis. On ne peut pas demander à tout le monde d'aller sur Doctolib pour s'inscrire, pour se faire vacciner. Il faut mettre en place des structures capables d'aller chercher les gens, explique notamment le vice-président du département. Et oui, la fracture numérique, c'est une question de géographie, mais aussi de sociologie. En Seine-Saint-Denis, à l'ouverture de la vaccination en janvier 2021, il y a encore peu de doses de vaccins disponibles. Donc, comme les habitants du 9-3 ne sont pas exactement rués sur les doses, ce sont les habitants des départements voisins qui ont pu s'attribuer les précieux sésames. Un médecin rapporte ainsi: on a ouvert nos disponibilités sur la plateforme Doctolib le 15 janvier. Le soir même, tous les créneaux étaient complets jusqu'à fin février. Quand on a vu les premiers patients CSP+, on a réalisé à quel point la fracture numérique et les inégalités sociales avaient encore frappé. Dans un autre reportage de France Info, une habitante du département nous apprend que c'est un grand problème, surtout dans des quartiers comme celui-ci, en banlieue, où justement il y a beaucoup de personnes non seulement qui sont illettrées, mais il y a aussi certaines personnes âgées qui ne maîtrisent pas Internet. Bon, une fois cette introduction du sujet faite, je vois déjà venir les critiques. On n'est pas capable de mesurer l'impact de la fracture numérique ou du rejet du vaccin dans ces variations de la couverture vaccinale. Et puis, de manière générale, le vaccin et le pass sanitaire sont des sujets bien plus complexes où la fracture numérique n'est qu'une variable parmi tant d'autres. Mais réciproquement, la fracture numérique s'exprime dans bien d'autres domaines et pose des questions au moins tout aussi importantes. Mais avant de parler de tout ça, analysons exactement ce que c'est la fracture numérique. Traditionnellement, on distingue deux degrés de fracture numérique en France, c'est-à-dire deux principales raisons qui font qu'une partie de la population ne peut pas se joindre à la vie en ligne. Le premier degré, c'est celui qui peut sembler le plus évident, le plus physique: l'absence technologique et matérielle d'accès à Internet. Si vous habitez dans une grande ville, vous voyez probablement pas trop comment c'est possible. Même en l'absence de box Internet dans votre appartement ou dans votre maison, vous avez toujours votre abonnement téléphonique sur lequel vous pouvez vous mettre en partage de connexion en 4G, en 3G ou dans les cas les plus sévères en H, pour pouvoir au moins interagir avec des sites comme Doctolib, quitte à attendre quelques minutes pour que les pages se chargent. Quand j'étais étudiant, pendant plusieurs années, je me servais uniquement de mon forfait mobile comme point d'accès sur mon PC, et c'est sûr que pour jouer à LoL c'était pas le top, mais grosso modo pour le reste ça faisait clairement le taf. Si t'as un problème de cours, bah tu joues pas aux jeux vidéo en fait, tu vas te faire tu joues à Age of Empire 2 contre des bots en difficile et tu vas te faire en fait. Sauf que bien sûr, ça c'est vrai si on habite dans une grande ville. Mais selon une enquête publiée en 2019 par l'association UFC Que Choisir, il existe une corrélation directe entre la taille de la commune et la couverture internet. Dans les communes de moins de 1000 âmes, 31% des consommateurs n'ont pas accès à internet, contre moins de 5% dès qu'on dépasse 10 000 habitants. T'habites dans un bled paumé, bah tu déménages en fait. Tu fais les choses qu'il faut pour arriver à tes objectifs, gros fils de Bon, si vous y réfléchissez quelques secondes, j'imagine que c'est déjà arrivé à tout le monde de se retrouver en campagne et d'avoir 0 bar sur son téléphone. Et quand le village a la chance d'être relié à internet, c'est vrai que les débits sont proportionnels au nombre d'habitants. Si bien que, selon l'enquête, 6,8 millions de personnes, soit 10,1% de la population, sont privées d'un accès de qualité minimale à internet, c'est-à-dire plus de 3 mégabits par seconde. Bon, alors pour moi, 3 mégabits par seconde, ça me semble déjà amplement suffisant. Et même si cette enquête, publiée par une association de consommateurs, a été reprise par énormément de médias, parce que 7 millions de personnes sans internet, ça fait très clic, je trouve que leur critère d'accès à internet est sacrément exigeant. Je vais donc préférer le chiffre moins mirobolant mais sûrement plus fiable d'une enquête de l'INSEE qui a été publiée en janvier 2022, donc c'est très récent, qui annonce que 7% de la population française n'a aucun accès à internet, ni via une ligne téléphonique, ni forfait de téléphonie mobile. L'étude souligne d'ailleurs que l'inégalité n'est pas que géographique mais également sociologique. Un tiers des personnes peu ou pas diplômées, comme les 16% des ménages les plus modestes, sont touchés par un manque d'équipement qui leur permettrait d'acquérir des compétences numériques premières et fondamentales. Les compétences numériques et fondamentales. Avoir internet c'est bien, savoir s'en servir c'est mieux. Et c'est le deuxième degré de cette fracture numérique qu'on appelle l'électronisme. L'électronisme, c'est un mot valise un peu cringe, comme adolescent ou bifle. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème, mais ça me met vraiment mal à l'aise les mots valises. Qui est composé des mots électronique et illettrisme. C'est une transcription de l'illettrisme au domaine de l'informatique et désigne donc la situation compliquée d'une personne qui ne maîtrise pas les outils numériques. Et ça, même sans regarder les chiffres, je pense qu'on l'a tous en tête. Pendant la pandémie, on a tous utilisé les outils numériques pour rester en contact avec nos proches. Avec papy-mamie, c'était un peu plus compliqué.
compliqué. Je me rappelle qu'on avait essayé de faire un apéro Skype avec mes grands-parents, qui par ailleurs se débrouillent pas trop mal en informatique, et on avait passé 20 minutes à faire le setup, avec l'iPad et tout, là, les petits verres, et au moment où ça marchait, on a fait chin-chin, et après ils ont dit « Bon, bah c'était très bien, à bientôt, on s'appellera ». Je crois que le concept d'apéro Skype leur échappait un peu. Je les aime beaucoup, mes grands-parents. Pour avoir des chiffres un peu plus objectifs que mon expérience avec ma mamie, on peut regarder un rapport du Sénat publié en 2019. 14 millions de Français ne maîtrisaient pas du tout les outils informatiques. Une inégalité qui vient s'ajouter à d'autres, souligne le rapport, puisque ces millions de Français sont pour la plupart des personnes déjà discriminées. Les CSP+, et les diplômés y sont sans surprise moins représentés, le gros de ces exilés d'internet étant constitué par les couches les plus défavorisées. Donc cette fracture numérique, elle existe bel et bien, que ce soit sous la forme du premier degré, par un manque d'accès à internet, ou sous la forme du deuxième degré, par un manque de formation et de connaissances. Mais on pourrait se dire que finalement c'est pas un gros problème. Est-ce que c'est vraiment vital de pouvoir aller sur YouTube pour regarder une vidéo de McFly et Carlito ou de se connecter à Twitter pour se faire insulter? Après, si c'est pour regarder une vidéo de sortie d'usine, peut-être que ça vaut le coup. Abonnez-vous. On pourrait vouloir vivre sans le numérique, comme avant, avec des gros guillemets, ça rendrait probablement pas plus malheureux. Et pourtant, le problème, c'est que le monde, il attend pas nos fracturés. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Il n'est pas tardé à rester sur le carreau, je vous le dis. La société, elle avance en se numérisant à marche forcée, et tant pis pour ceux qu'on laisse au bord de la route. Avez-vous déjà entendu parler du plan Action Publique 2022 ? Rassurez-vous, moi avant d'écrire cette vidéo, je connaissais pas non plus. Le plan d'Action Publique 2022 a pour objectif la dématérialisation des 250 démarches administratives les plus utilisées par les Français d'ici mai 2022. Sur le papier, pour vous comme pour moi, ça a l'air drôlement pratique. Plus besoin de faire de lettres recommandées, de trouver les bons timbres, de faire la queue pendant 3 heures dans une préfecture humide. Malgré mon jeune âge, je me rappelle encore de l'époque où on était obligé de se rendre dans les bâtiments de l'administration française pour pouvoir faire n'importe quoi, et j'en garde un dégoût assez prononcé pour la bureaucratie. Ce formulaire vous permettra d'obtenir le formulaire rose. Le formulaire rose. Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38, guichet 12, deuxième étage, escalier B, couloir J. Alors personnellement, je suis plutôt content de cette dématérialisation. D'autant qu'elle pourrait, selon les chiffres avancés par le plan, permettre à l'État d'économiser jusqu'à 450 millions d'euros par an. Une bagatelle. Mais voilà, vu que c'est une vidéo sur la fracture numérique, je pense que vous avez déjà compris où est le problème. Qu'est-ce qu'on fait des 14 millions de Français qui n'ont pas accès aux outils numériques ou ne les maîtrisent pas? Le rapport du Sénat insiste. La gestion de la complexité administrative est externalisée vers les usagers, qui ne peuvent se retourner contre les guichets des administrations puisqu'ils ont fermé. Les sénateurs n'y sont pas à un taquet près. Ils ajoutent que l'ergonomie des sites publics est très en retard. Beaucoup d'usagers se découragent et renoncent à leurs droits. Sur ça, rien de surprenant. C'est pas nouveau que la complexité des démarches pousse de nombreuses personnes à renoncer à faire valoir les aides auxquelles ils ont droit. De là à dire que c'est volontaire et voulu, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas sans preuve, mais mon regard désabusé vous permettra probablement de deviner ce que j'en pense. Sinon, on peut citer cet employé de la CAF. Nous-mêmes à la CAF, nous avons parfois des difficultés à comprendre toute la législation administrative. Pour une législation donnée, il y a 12 exceptions. C'est une usine à gaz. Cette complexité participe au non-recours. Je me demande si ce n'est pas une volonté des gouvernements de rendre les choses compliquées pour préserver leur trésorerie. La nouveauté, c'est que sur Internet, on peut rendre les démarches encore plus compliquées, mais qu'en plus, on peut les automatiser. On peut pousser le vice encore plus loin sans que ça embête l'État, puisque c'est la machine qui va le faire. Ça marche d'autant mieux que, comme on l'a dit, ce sont les tranches de population les plus défavorisées qui ont le plus besoin de l'État, et ce sont également celles qui sont le plus impactées par la fracture numérique. Si vous avez jamais essayé de faire une démarche en ligne, on pourra utiliser l'illustration un peu rigolote du rapport du Sénat. Même l'Inspection Générale des Affaires Sociales n'a pu réaliser en décembre 2019 un test de demande d'aide au logement en ligne. Alors je sais pas si j'interprète mal cette phrase, mais moi ça me fait beaucoup marrer que même l'inspection n'arrive pas à faire les démarches. La transition numérique qui pousse à renoncer à une partie de ses droits, c'est une chose, mais ça s'arrête pas là. Comme on l'a vu pour la vaccination, la Startup Nation d'Emmanuel Macron a tendance à externaliser ses services publics, souvent sur des plateformes innovantes, disruptives et immanquablement en ligne. On est sur une logique d'efficacité, c'est-à-dire d'optimiser les résultats et de minimiser les coûts, plutôt que sur une logique de service, c'est-à-dire d'avoir comme objectif le fait que 95% des gens puissent accéder au service. Idem pour la Poste, petit à petit remplacé par d'autres services privés de livraison, ou encore les petits et moyens commerces qui ferment en campagne face à la concurrence du e-commerce. Il y a une sorte de cercle vicieux qui se forme. Quand de nouveaux usages apparaissent chez ceux qui maîtrisent les outils numériques, non seulement ça handicape ceux qui ne les maîtrisent pas, mais en plus ça grignote petit à petit sur les anciens usages en les rendant obsolètes ou non compétitifs. Mais comme c'est une petite minorité, on s'en fout, c'est pas rentable de s'occuper d'eux. Tu t'adaptes ou tu crèves, on t'aidera pas. Et ça, on le retrouve aussi à l'échelle internationale.
Eh ouais, vous vous en doutiez, mais les inégalités d'accès à Internet, elles sont pas qu'au sein d'un même pays. En fait, en France, on s'en sort même plutôt bien, puisque notre proportion d'internautes dans la population est 10 points au-dessus de la moyenne des pays de l'Union européenne. Et pas besoin d'aller bien loin pour trouver des pays beaucoup plus fracturés. Rien qu'au Portugal, un Portugais sur 2 n'utilise pas Internet. En 2021, une étude de l'UIT, Union internationale des télécommunications, estimait que près de 3 milliards d'humains sur Terre n'avaient pas accès à Internet, et que 96% d'entre eux vivaient dans des pays en développement. Pays en développement, c'est une manière de dire pays v'là plus pauvres que nous. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous aussi, les pays riches, on continue de nous développer. Mais cette expression de en voie de développement, pays développé, j'imagine que ça nous aide à garder bonne conscience. Sur cette infographie, on voit bien la différence de connexion qu'on peut avoir entre les différentes zones géographiques. D'autant que dans certaines zones sont mélangés des pays très connectés comme le Japon ou la Corée du Sud avec des pays beaucoup moins connectés comme le Myanmar par exemple. Je l'avais pas mise pour ça, mais on y voit aussi que l'accès au net est aussi pas mal sujet aux inégalités liées au sexisme. Pour ajouter une petite note un peu plus positive, il se trouve que la pandémie du Covid a fait réduire ces inégalités entre les zones en faisant globalement progresser la part d'internautes dans le monde. Et ceci parce que justement, c'était une situation typique du « connecte-toi ou crève ». Dans cette situation très particulière d'isolation, ceux qui étaient en mesure de franchir le pas et donc de se mettre aux outils numériques, un peu comme mes grands-parents, ils ont été forcés de le faire. Ils avaient plus vraiment le choix s'ils voulaient pouvoir continuer à mener une vie à peu près normale. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a une grosse partie de la population qui, malgré ces conditions très contraignantes, même quand le numérique était la seule manière de continuer à vivre une vie normale, toute cette partie de la population n'a pas eu la possibilité de franchir le pas. Et c'est à partir de là qu'éclate au grand jour tout le caractère extrêmement pervers du cercle vicieux de la fracture numérique. Et oui, pour toute une partie de la population qui maîtrise très bien les outils numériques et qui en tire un profit non négligeable, on continue de pousser le délire plus loin. On passe à la 5G, on tire de la fibre optique partout. On va sur des technologies toujours de plus en plus puissantes. Parce que non seulement c'est rentable, et qu'en plus les usagers suivent, ils s'adaptent. Évidemment, on va passer à la 5G. Je vais être très clair. La France, c'est le pays des Lumières. C'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Mais pour les zones qui partent de beaucoup plus loin, qui ne sont même pas connectées, que ce soit en Asie, en Afrique ou dans un village paumé dans la Creuse, l'activité économique face à ces zones ultra connectées, elle devient quasiment impossible tellement elle est peu compétitive. Dans les zones numériques, on a une logique d'optimisation. On investit parce que ça rapporte. Mais ça crée un fossé de plus en plus grand avec les zones en retard, où pour le coup, tout investissement en infrastructure devient très peu intéressant, très peu rentable. Si on cherche à maximiser ses retours sur investissement, on n'a aucun intérêt de se pencher sur ces malheureux de la fracture numérique. Ce serait quasiment de la pure charité que de s'intéresser à eux. Plus la technologie standard, qui est développée partout, devient avancée et coûteuse, plus la demande en investissement correspondante devient importante, et donc le ticket d'entrée devient complètement inabordable pour les zones déconnectées. Tant qu'on n'a pas entamé cette transition numérique, les coûts pour le faire deviennent de plus en plus grands, et en attendant, nos résultats, notre économie se dégrade. Il va falloir payer de plus en plus cher, alors qu'on est de plus en plus pauvre. En fait, c'est vraiment le peloton de tête du marathon qui abandonne ceux qui ont de mauvaises chaussures sur le bord de la route. Connecte-toi ou crève. Et pour redescendre à l'échelle individuelle et reboucler la boucle, c'est un phénomène qu'on observe aussi aux échelles des personnes. Plus on numérise, plus on va avoir de gens qui vont s'y mettre par contrainte. Et donc plus la minorité qui ne s'est pas mise au numérique rétrécit. Et donc moins on va mettre de moyens pour les aider. Et donc plus ils vont être ostracisés. De plus, de la même manière, à mesure que le savoir collectif numérique grandit, il va falloir consacrer de plus en plus de temps pour pouvoir se former. Et il va falloir des sommes d'argent considérables pour acheter du matériel. Plus les exilés d'internet deviennent minoritaires, plus ils deviennent ostracisés et leur vie devient de plus en plus difficile à mesure qu'on leur retire leurs alternatives. Franchement, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on est des gamins d'internet. On adore ça, en tout cas moi j'adore ça. Et pour nous, la transition numérique, c'est vachement cool. Malgré les tentatives de régulation, internet ça reste un lieu de création, de liberté, d'apprentissage, de partage de connaissances. C'est également un lieu de socialisation et même aujourd'hui un endroit où on peut faire de la politique. Mais la 5G, sérieux? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que regarder une vidéo en 4K, c'est vraiment beaucoup mieux qu'en 1080p? Là, je viens de changer exprès de la 4K à la 1080p pendant que je parlais pour voir si vous allez remarquer. Est-ce qu'on a besoin d'investir toujours plus dans ce qui fonctionne bien plutôt que de tendre la main à ceux qui sont à la traîne pour les embarquer dans cette belle aventure? Parce qu'en plus, personnellement, les plus beaux intérêts que je peux trouver Internet et que je viens de citer, c'est pas vraiment un ping de 2 millisecondes qui va améliorer ça. L'utopie d'Internet, je pense que c'est celle d'un monde de libre partage de connaissances et il n'y a pas besoin d'un débit descendant de 1 pétaoctet par seconde
pour atteindre ça. Le fait que ces connaissances soient disponibles pour tous et pas simplement à 90% de la population me semble beaucoup plus important. D'autant que ces technos toujours plus performantes, elles posent aussi la question du coût écologique de nos vies numériques. Donc la prochaine fois, on fera le calcul de l'empreinte carbone de la chaîne Sortie d'usine, à laquelle je vous invite à vous abonner pour avec un peu de chance tuer un ours polaire. En attendant, sur le numérique, je vous invite à aller voir cette vidéo sur l'anonymat en ligne, parce qu'être sur internet c'est bien, mais être sur internet en sécurité c'est mieux. J'espère que cette vidéo sur la fracture numérique vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un like ou à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est toujours ça qui fait le plus de bien à la chaîne. Prenez soin de vous, pensez à appeler vos grands-mères. C'était Alcide pour Sortie d'usine. Ciao.